Salut à tous, on vient de rentrer du Kudak Tour, on a presque eu le temps de se reposer. On va prendre un peu de temps d'abord pour répondre à quelques questions que vous nous avez posées sur Instagram et certaines qu'on a reçues durant le Kudak Tour et dont on pense qu'elles peuvent vous intéresser aussi. Donc je suis avec Paul. Paul, c'est le Head of Performance de Kudak, donc celui qui a sous gestion les 40 millions d'euros de spend annuel qu'on gère. Et je vais lui poser toutes les questions qui sont revenues et j'espère que ça vous intéressera. Alors, on t'a posé une question pendant le Kudak Tour, très générale, c'est l'e-commerce est-il en déclin ? Alors si on parle de l'e-commerce comme le fait de vendre des produits sur internet, je pense que c'est très certainement pas en déclin, pas du tout. Au contraire, je pense que les gens, en France en tout cas, achètent de plus en plus sur internet. Donc c'est un marché énorme qui continue de grossir, tout ce qui va être dropshipping et l'e-commerce au sens large. Et là le dropshipping, je pense que ça devient un petit peu plus compliqué de vendre des produits en dropshipping parce que vu que le marché grossit, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se rajoutent et donc ça fait beaucoup de compétition dans laquelle les marques qui sont pas en dropshipping sont pour plein de raisons pas mal avantagées. Le dropshipping comme on en faisait il y a 5 à 10 ans, je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu voilà, le côté où on lançait un produit direct et ça fonctionnait, c'est beaucoup moins facile à faire aujourd'hui, c'est pas impossible mais c'est beaucoup moins facile. Donc là-dessus, je pense que dropshipping e-commerce ça devient difficile. Je pense que c'est marrant parce que l'idée derrière la question, en fait elle est pas bien dite par la question, je trouve. Elle est souvent posée par des gens qui cherchent une voie entrepreneuriale. Ils cherchent un type de business, est-ce que je fais du logiciel, de la formation et de l'e-commerce, et après ils se disent putain, l'e-commerce en fait c'est en déclin, faut que je prenne autre chose. Et donc en effet, de toute façon t'as répondu à la question principale, c'est que c'est moins un quick win, vas-y je fais mon coup et je me casse. Exactement. Très bien, donc l'e-commerce n'est pas en déclin. Non. T'as beaucoup parlé du CAC déclaratif. Ouais. Dans ta presse, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors le CAC déclaratif, c'est très simple, en fait c'est simplement, ce qu'on fait c'est que quand t'as un client, quand quelqu'un commande chez nous, on va lui proposer, on va lui poser un certain nombre de questions après qu'il ait commandé, directement après, donc dès qu'on a la page de remerciement après l'achat, on va lui demander simplement, on peut poser beaucoup d'autres questions, mais une question qu'on peut lui poser c'est d'où est-ce qu'il vient, comment il nous a connus. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on collecte cette réponse sur toutes les personnes qui achètent sur notre site web. Et ça nous permet après en fait de reconstituer, comme un peu à la manière d'un sondage, l'origine de nos différents clients. On est capable de dire que voilà, il y a disons 25% de nos nouveaux clients qui ont vu une pub sur Insta, par exemple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le budget qu'on a investi en pub sur Meta, on va le diviser par ce nombre de nouveaux clients qu'on a chopé sur Instagram. Et ça va nous permettre d'avoir un CAC déclaratif. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant le nombre absolu, c'est plutôt l'évolution de ce chiffre au fur et à mesure qu'on augmente les investissements et qu'on investit aussi sur des types de campagnes différentes, sur les différentes régies. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est intéressant. Et l'autre point qui est intéressant aussi avec ce CAC déclaratif, c'est de pouvoir comparer en fait aussi comment les différentes régies entre elles, parce que ça nous permet généralement de voir que le social est un petit peu sous-estimé, le search est un petit peu surestimé, et donc ça c'est intéressant d'avoir un autre point de vue sur justement ce qui amène vraiment des nouveaux clients à découvrir notre marque. Une des remarques qu'on lui oppose souvent, et d'ailleurs c'est une question qu'on t'a posée une fois, c'est de dire ok, mais qu'en est-il de l'attribution ? Comment je fais quand le mec m'a vu sur Facebook, puis il est passé par Google, il m'a vu dans la rue, etc. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses des modèles d'attribution ? Est-ce que tu trouves ça intéressant ? Alors, deux choses sur les modèles d'attribution. Déjà, les parcours d'achat continuent à être de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'on va passer d'un appareil à un autre, téléphone, tablette, ordinateur, très rapidement. On va pouvoir être confronté à des pubs sur plusieurs plateformes différentes. Donc ça devient vraiment, les parcours sont très complexes. Donc déjà, ça devient toujours plus difficile de faire un modèle d'attribution qui est précis. Et en fait, moi, le gros reproche que j'ai sur les modèles d'attribution, c'est que généralement, ils ne conduisent à aucune prise de décision, aucune prise d'action concrète. Parce que peut-être on va se dire, en fait, on n'a pas le même CPA que celui qui était affiché dans Google, mais c'est pas ça qui va faire que on va investir moins sur Google. Parce qu'en fait, Google est tellement incontournable qu'on va quand même y investir. Ce que je trouve intéressant justement dans le CAC déclaratif, c'est qu'il est quand même plus simpliste dans le sens où même si une personne est confrontée à plein de régies différentes, à plein de placements différents, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'endroit où la personne, elle se souvient de nous avoir vus. Et c'est ça qui compte le plus pour nous, c'est où est-ce que la personne a été marquée par le marketing qu'on a fait à tel ou tel endroit. Et évidemment, il peut y avoir des réponses qui sont erronées, des réponses qui sont un peu vite fait de la part des clients, mais le but c'est qu'en fait, si on sonde un nombre important de personnes, qu'on se rapproche
de la vérité. Et puis, si tous les mois on a la même proportion de gens qui répondent à côté, on peut quand même voir l'évolution du CAC des créatifs. On peut passer à la question suivante. Est-ce qu'il faut faire que des campagnes de conversion, Paul? Et alors la réponse elle est nulle, ça dépend. C'est un truc qu'on a beaucoup discuté dans la conférence qu'on a donnée au Coup d'Actour. Je pense que c'est très bien de commencer presque toujours par des campagnes de conversion, généralement sur les audiences chaudes. Pourquoi ? Parce que c'est les types de campagnes qui ont le plus de potentiel d'être rentables. Donc c'est toujours intéressant de commencer de faire des actions marketing qui sont rentables. La seule limite potentielle de ces campagnes-là, c'est le nombre de personnes que vous pouvez toucher. Donc à partir d'un certain moment, à partir du moment où vous avez des objectifs de volume qui deviennent importants, voire trop importants, faire uniquement de la conversion, ça devient plus pertinent. Quand vous pouvez suivre une conversion, c'est intéressant de faire des campagnes de conversion. Et à partir de quand est-ce que tu conseilles de commencer à se poser sur d'autres types d'objectifs de campagne? Il y a 2 éléments, je trouve, qui permettent de bien savoir quand il faut changer de type de campagne. Quand on sent qu'il y a plus d'élasticité sur le CPA, quand vous augmentez disons de 20% votre investissement, si en fait vous vous rendez compte qu'en termes du nombre de conversions, alors on va pas s'attendre à ce que vous grimpiez de 20%, mais imaginons que vous grimpez que de 4-5%, ça veut dire que la conversion incrémentale, elle est extrêmement chère. Et donc, vous ne pourrez pas vraiment dépenser plus sur des campagnes de conversion. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est quand vous vous rendez compte que vous avez beau investir plus et que vraiment vous n'arrivez pas à faire plus de ventes, ce qui donc veut dire qu'en fait, dès que vous investissez plus, votre CPA il se fatigue sérieusement. Enfin, c'est une réponse un peu évidente, mais c'est un truc qui vous allez vraiment pouvoir voir sur votre compte. Au fil de 2, 3, 4, 5 mois, vous allez le voir, ce phénomène-là. Donc si vous voyez ça, c'est déjà un gros indice que vous feriez bien de monter sur d'autres types d'actions marketing. Et ensuite, l'autre point qui est important, c'est le nombre de personnes que vous arrivez à toucher par rapport à votre budget. Parce que nous, généralement, on calcule beaucoup, qui est le coût pour 1000 personnes uniques touchées. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites trop de conversions par rapport à ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez beau avoir à investir plus, vous n'allez pas toucher vraiment beaucoup de monde en plus. Donc votre coût pour 1000 personnes touchées, 1000 personnes uniques touchées, il va petit à petit grimper et parfois exploser. Ça, c'est un très bon indicateur aussi du fait qu'au bout d'un moment, ça sert plus à rien d'investir plus parce que de toute façon, vous toucherez pas plus de personnes. Donc à ce moment-là, il faut arrêter d'augmenter le budget sur de la conversion, plutôt aller sur des objectifs plus hauts comme de la considération. Tu le fais avec quel objectif de campagne? La plupart du temps, c'est avec de la vue de vidéo, que ce soit sur Meta en slow play ou sur YouTube en demand gen. C'est vraiment généralement c'est un petit peu c'est la bonne conversion intermédiaire, on va dire, pour faire de la considération pardon, et donc vraiment pour montrer en quoi ce que propose la marque, ça peut être intéressant. Il me semble que tu avais aussi posé une question sur à quel moment est-ce que c'était intéressant de lancer du Pinterest ou du Snapchat, et je pense plus largement les régies un peu annexes du Google Meta. Moi, j'aurais toujours tendance à les lancer de manière secondaire après Meta et Google. Alors c'est pas une règle absolue, mais la raison derrière ça, c'est que en termes d'efficacité des algorithmes, en termes de capacité, les algorithmes les plus performants aujourd'hui, je pense qu'ils sont surtout chez Meta et chez Google. Après, donc à mon avis, il faudrait commencer par là. Quand vous avez déjà bien progressé sur ces régies-là, ça peut être intéressant de s'ouvrir sur d'autres régies secondaires, à condition que en fait vous ayez entre guillemets un bon fit avec votre produit, votre offre et surtout vos clients cibles et la plateforme. Ça c'est un peu vous devez savoir, est-ce que mes clients ils sont vraiment déjà présents sur Snapchat ou sur Pinterest. Si c'est pas le cas, ça vaut pas forcément trop la peine, ou en tout cas ça sera toujours on va toujours investir très peu sur ces plateformes-là. Alors, question suivante. À quoi ça sert un média buyer si aujourd'hui, ce qui marche, c'est le broad? Ça sert à plein de choses. Il y a déjà un très gros taf du média buyer qui est vital, c'est de savoir combien investir à quel moment. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme un trader sur les marchés financiers. Enfin, la seule chose qu'on demande aux traders, c'est juste d'acheter ou de vendre des actifs. Là, c'est la même chose. Le média buyer, il a juste à acheter ou à vendre des placements publicitaires. Enfin, acheter plutôt. Mais en fait, justement, là où il doit avoir de la finesse sur quand est-ce que je vais investir, sur quel type de placement je vais investir, sur quel type d'objectif de campagne je vais investir. Est-ce que mes investissements, ils sont alignés avec les objectifs de l'entreprise pour laquelle je travaille? Ça, c'est des choses qui vont être extrêmement intéressantes. Et c'est là qu'on a besoin d'un média buyer. Si vous prenez pas ça en compte, vous lancez juste du broad, vous allez soit investir beaucoup trop, soit pas assez, soit pas au bon moment, soit sur le mauvais objectif. Et donc en fait, vous allez perdre beaucoup d'argent. En fait, il y aura jamais plus d'informations que l'algorithme sur les clients à cibler. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'un média buyer puisse battre l'algorithme pour dire exactement
qui est le client idéal. Par contre, c'est là où il intervient, c'est beaucoup plus sur le pilotage, sur le fait de savoir connaître son marché en fait. Quand est-ce qu'il faut timer le marché de manière macro, pas de manière micro en fait. Si c'est bien timer le marché, si c'est bien aussi de quoi l'entreprise a besoin, ça lui permet de prendre les bonnes décisions, qui fait que les ressources publicitaires elles sont bien allouées quoi. Tu as parlé de la demand gen. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Demand gen, c'est un truc c'est plus ou moins nouveau chez Google. C'est un nouveau type de campagne. Historiquement, Google, ils avaient le search qui était extrêmement bas de funnel et ils avaient YouTube, donc View for Action, qui était vraiment en gros très haut de funnel. Et en fait, ce qu'ils se disaient chez Google, c'est qu'ils pouvaient très bien servir des objectifs de conversion, enfin des objectifs publicitaires très bas de funnel sur le search, parce que c'est des gens qui recherchent déjà un produit, qui sont chauds pour acheter. Et ils pouvaient aussi vraiment faire un petit peu comme la télé sur YouTube, avec un truc c'était une régie très awareness. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est pouvoir étoffer en fait leur inventaire publicitaire et proposer tout un tas d'autres types de campagnes qui avaient des objectifs intermédiaires. Donc ils ont d'abord créé PMax, qui était un peu une reprise de shopping, où là le but c'est de pouvoir faire des campagnes de conversion, mais on va dire sur une audience un petit peu plus large. Le but c'est qu'en montrant directement des produits, on soit capable d'attirer des personnes qui n'avaient pas initialement vocation à acheter ces produits-là. Donc voilà, ça c'est le premier truc qu'ils ont fait. Ils avaient un objectif de conversion. Sur YouTube, ils avaient toute la partie awareness qu'ils géraient, mais entre les deux, il manquait un chaînon. C'était le chaînon considération. Et c'est ce qu'ils ont fait en créant le produit Demand Gen. Ça agrège tout ce qui est, pas mal de placements sur YouTube, donc YouTube InStream, YouTube Shorts, mais il y a aussi toute la partie feed, donc tout ce qui est sur les pixels, les Google Pixels. Il y a sur toute la partie feed, tu peux avoir des pubs qui viennent de Demand Gen qui vont être affichées là. Et t'as aussi, mais sur Gmail maintenant, où t'as aussi des placements publicitaires. Bon, c'est assez marginal, hein, Demand Gen, ça reste majoritairement YouTube. Mais le but, c'est de faire de la considération. Faire en sorte que quelqu'un qui connaissait juste vite fait la marque, qui considère cette marque comme pour un achat potentiel. Et donc que ça crée de la demande autour de la marque. C'est pour ça que ça s'appelle Demand Gen. Une autre question, c'est quoi l'erreur que tu constates le plus souvent chez les prospects qui viennent te voir? Je dirais que c'est dépenser beaucoup trop sur des objectifs de conversion. Enfin, c'est l'erreur qui coûte le plus cher, qui est pas forcément facile à voir, et qui fait en fait que on dépense plus, on touche pas plus de personnes, donc en fait on va juste dégrader notre rentabilité pour rien, pour aucun bénéfice. Donc c'est ça ce que je vois le plus souvent. Est-ce qu'il faut faire de la pub au tout début d'un business? Je pense pas. Pour plein de raisons, parce que si déjà vous avez pas déjà des clients, vous allez être beaucoup moins convaincant quand vous faites de la pub. Vous allez beaucoup moins donner envie de devenir client. C'est un petit peu comme un resto. Est-ce que tu préfères aller dans un resto qui est noté 4,8 avec 200 avis, ou est-ce que tu préfères aller dans un resto qui a un avis noté 5 étoiles? T'as envie d'avoir de la validation extérieure. Donc quand tu vas voir une pub d'un business qui a déjà des clients, ça va marcher beaucoup mieux qu'une pub d'un business qui a pas de clients. En plus, toi, si t'as jamais vendu ton produit avant, t'auras beaucoup plus de mal à parler à tes clients que si tu leur as déjà parlé. Tout ça fait que de manière générale, et par l'expérience, nous on considère que la pub c'est très bien pour amplifier un phénomène, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur, mais ça ne crée pas une demande. Donc c'est vraiment pas un conseil que je donne. Ok, donc en gros, c'est mieux d'avoir des clients avant de faire de la publicité. Et comment tu chopes ces premiers clients alors? Je pense que le meilleur moyen de les choper, alors il y en a pas qu'un seul, mais le moyen qui marche très bien, c'est l'organique. En plus, on est quand même dans une période assez qui encore est très favorable pour faire du reach organique. Grâce à Reels énormément sur Insta, sur TikTok aussi, on peut encore faire beaucoup de reach à condition de mettre un petit peu d'effort dans le contenu. Mais voilà, on peut encore faire beaucoup de reach organique. C'est une méthode parmi d'autres pour se faire connaître, mais en tout cas, je pense que ce serait un très bon moyen pour une marque qui se lance de trouver ses premiers clients. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. Une dernière question pour vous. C'était quoi la meilleure ville? Franchement, c'était Toulouse ou Marseille pour moi. Je pense que le lieu était vraiment très bien à Marseille, et je dirais Toulouse. On a découvert la place Saint-Pierre. Bon, écoutez les amis, clap de fin sur le Kodak Tour. C'était un régal, franchement on a pris beaucoup de plaisir à le faire et à échanger avec vous. Ça nous a aussi permis de pas mal améliorer la présentation, qui n'était pas du tout la même entre la première qu'on a faite à Lille et la toute dernière à Bordeaux. Donc maintenant qu'elle est bien rodée, on va évidemment pas oublier une grosse partie de la France qui n'a pas pu profiter de tout ce contenu-là, c'est bien évidemment les Parisiens. Et donc, je vous l'annonce en direct, nous allons faire le Kodak Tour à Paris. Ça va se passer le 29 mai, ce sera sur le thème combien faut-il investir en ads, et vous pouvez choper votre ticket sur le lien qui est en description. On espère vous y voir nombreux. Salut à tous!